Donc, à la suite de le professeur Abdoulaye Camara, je vais essayer à mon tour un peu de répondre à cette question-là, qu'il a déjà réfléchi, hein, parce qu'en fait, nous avons choisi, sans nous concerter, de travailler sur le même matériau. C'est pratiquement sur l'expérience du GEP. Pour répondre à cette question, sur les transformations des comportements, apporter des chiffres. Bon, professeur d'histoire-géographie, pour l'essentiel, à l'époque, nous avions des difficultés d'avoir des données actualisées pour illustrer nos enseignements, notamment en histoire et en géographie. Il y avait une faiblesse de données actualisées. Et nous avons saisi la chance et l'opportunité du recensement de la population de 1988. Parce que le recensement de 1976, bon, il était là, il avait donné les premiers éléments, mais en 1988, les données étaient plus exhaustives et mieux élaborées. Et ils avaient été également publiés. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont ces données-là de 1988 qui ont conduit, à l'époque, l'État du Sénégal à élaborer sa première politique de population. Le document de politique de population au niveau stratégique. Et c'était très intéressant parce que un an après, d'ailleurs c'est en 89, un an après, sur le contexte était favorable. Et puis, nous avions pensé que les questions de population étaient tellement importantes qu'il nous fallait un dispositif assez spécifique pour les prendre en charge. Et naturellement, sur l'initiative du professeur Fall et de relations, nous avons décidé de créer un groupe pour l'étude et l'enseignement de la population, qui était adossé naturellement à l'association des producteurs de géographie, qui en sont d'ailleurs pour l'essentiel des principaux animateurs, et avec une ouverture par la suite interdisciplinaire qui intègre tous les enseignements, tous les professeurs qui s'intéressent aux questions de population, dont les programmes de curriculum prennent en charge ces questions. Et nous avons aussi un modèle d'enseignement interdisciplinaire de la population, c'est dommage que le professeur Camara soit parti. Et les premières disciplines de base, c'était les sciences de la vie et de la terre, et puis l'économie sociale et familiale. Et puis d'autres sont venus par la suite dans le modèle. Je reviendrai tout à l'heure. Alors, mais, premier avantage pour nous, en tant qu'enseignants, c'était d'abord d'avoir des données abondantes qu'il fallait travailler. Et nous avons produit des dossiers documentaires sur l'ensemble des thématiques des questions de population. La répartition, les mouvements migratoires, bref, un ensemble de questions qui étaient là. Et je pense que c'est la première production intellectuelle structurée que nous avons faite, ouverte à des spécialistes des questions de population, des démographes, des sociologues, des gens avec produit, des universitaires, chacun sur des thématiques très claires, une réflexion qui était vraiment validée, structurée, et on les avait produits sous la forme de fascicules, qui faisaient donc vraiment toute l'information dont on enseigne, et d'autres utilisateurs potentiels, parce que d'autres gens par la suite sont venus chercher ce document, sur les parlementaires, les sociologues, pour les utiliser comme base. Alors, le premier bénéfice, c'est l'apport documentaire. Et les enseignants étaient plus à l'aise dans l'élaboration de leurs graphiques et dans les exercices pratiques, le savoir-faire pratique de leurs élèves. Que ce soit des courbes, que ce soit des histogrammes, que ce soit des pyramides, vraiment, il y avait là une motivation extraordinaire à avoir des données exhaustives sur le Sénégal. Alors, donc ça, c'est la première, disons, la première utilisation et le premier bénéfice de ce contexte-là. Alors, mais la déclaration de politique de population du Sénégal était axée pour l'essentiel. En tout cas, il y a un des indicateurs clés qui nous intéressait, c'est celui qui était relatif au changement de comportement. Voilà. Ouais. Nous avons eu d'abord un intérêt cognitif à avoir des informations cognitives, mais ce deuxième axe, c'était l'axe le plus stratégique.
pour nous. Et nous avons pensé que nous pouvions essayer de réfléchir pour apporter notre contribution à cet changement de comportement. Il faut dire que nous avions aussi fait une publication remarquable, et ça c'est le lien certainement entre l'association de géographie et le GEP. Il y a un numéro de historien géographe qui est une revue scientifique de grande portée scientifique et qui était un numéro spécial sur les populations, sur la question de population, et qui était intitulé Population comptée avec l'école. Alors, ça c'était assez extraordinaire. Et c'est à la suite d'un grand séminaire que nous avions organisé avec l'appui du ministère de l'Éducation nationale. Et ce document était un document extrêmement important. Population comptée avec l'école. Comment nous allions contribuer à l'atteinte des objectifs de la déclaration de population. Au double plan de l'information, disons, stabilisée numérique, que la question plus complexe du savoir-être. Donc, savoir cognitif, savoir-faire pratique, mais savoir-être. Et c'était le plus compliqué. Alors, mais impossible n'est pas gêne. Alors, nous avons dit, d'abord, partons de la classe. Et en classe, nous avons élaboré un document de didactique d'enseignement à la population. Mais dans une approche interdisciplinaire, pourquoi je vais bien souhaiter que tous les camarades soient là, parce qu'il en était l'essentiel, c'est à lui qui est confié cette axe stratégique. C'est le levier. Parce que nous avons pensé que pour atteindre nos objectifs, on avait deux leviers sur lesquels il fallait agir. La didactique de la population, une réflexion rénovée de l'enseignement des questions de population en classe, dans une approche interdisciplinaire, qui nous a amené à revisiter les curricula et à faire, si vous voulez, un plaidoyer au niveau politique pour que le curricula prenne en charge des questions qui n'étaient pas jusque-là suffisamment explicites dans l'école. Aussi bien d'histoire, de géographie, de sciences de la vie de la Terre, de l'économie sociale et familiale. Ça, c'était déjà une première innovation de la recherche. Alors, l'autre défi, il est plus complexe, mais nous avons dit, écoutez, de la classe, les questions sont adressées en classe. Vous savez, à l'échelle d'un cours d'une heure de temps, d'une 2 heures de temps, quand le cours est bien, les élèves sont intéressés, il faut prolonger la discussion. Ou dans les activités socio-éducatives à l'école. Vous savez très bien que lorsque l'école fonctionne normalement, les enseignants sont engagés, et les après-midi, généralement, de mercredi ou samedi, les enseignants revenaient à l'école dans des clubs disciplinaires, club d'anglais, club de stage géographique, club de sciences, etc. Vraiment, il y avait une vie intellectuelle, une animation. Nous avons dit, écoutez, on va rien inventer, nous avons connu ces structures, nous allons créer des clubs. Mais ces clubs, maintenant, on va les appeler clubs d'éducation à la vie familiale. Et justement, ces clubs étaient le cadre de formation et d'animation des activités socio-éducatives au niveau de l'école. Donc, tous les élèves de l'établissement se retrouvent l'après-midi sur des problématiques transversales. Les enseignants, c'est des facilitateurs, nous appelons des professeurs de technique, et nous avons fait la promotion du leadership des jeunes. Le professeur Baouba, il se plaît à dire, et vraiment il croit, il a toujours pensé que les jeunes sont un gisement de talent, c'est son expression. Il faut aider ces talents à croire, par un leadership, mais à partir d'informations de qualité. Donc, nous avons réglé en amont la question de la fiabilité de l'information statistique et d'autres informations, mais pour des changements de comportement. C'est-à-dire, ça c'est la devise du GEP. Des informations de qualité pour des prises de décision responsables. Oui. Donc, on met l'adolescent, le jeune élève, en situation de responsabilité, mais en connaissance de cause. C'est des problématiques qu'on a installées. Et parfois, nous avons ouvert l'école à d'autres gens. Vous savez, l'école, c'est un milieu, quand vous êtes là-dedans, il n'y a pas de problème. Mais quand vous n'êtes pas à l'école, pour rentrer à l'école, tu fais un discours encadré et accepté, c'est pas facile.
Nous avons emmené les médecins, les sociologues à l'école. C'était très intéressant. Les après-midi, vous avez un médecin qui arrive devant les élèves sur les questions compliquées de sexualité des adolescents. Alors, c'était un engouement extraordinaire parce que de nouveau, c'est-à-dire qu'on a changé la relation classique d'enseignement-apprentissage et en amenant des spécialistes sur des questions d'environnement, de population et de développement durable à l'école. Donc, c'est ça que nous avons structuré en ce qu'on appelle le POVF, qui obéit à une forme d'organisation avec des outils très bien élaborés avec eux et pour eux. Alors, donc, après ce moment-là, ces élèves-là, ils ont une formation de leadership, ils ont une capacité d'écoute, ils ont un engagement. Et le rôle, c'est qu'ils démultiplient, eh bien, tous ces comportements au niveau des pairs. C'est l'éducation par les pairs. Et après ce moment-là, donc, au niveau de l'école, il y a un programme qui est validé par le chef d'établissement et tout ça. Il y a une animation qui permet d'ailleurs à toute petite structure qui veut rentrer à l'école de passer par là et de capitaliser. Alors, mais, l'école, c'est. Donc, le Léa devient en ce moment-là un relais. Il est d'abord un relais au niveau de ses camarades. Mais ce Léa-là, il rentre dans la maison. Il rentre dans la maison, il est dans un quartier, il y a une ASC. Il devient un relais communautaire. Donc, bien le former, c'est également commencer à contribuer à la formation de la communauté. Et ça, c'était un résultat extrêmement important. Et ce résultat extrêmement important, justement, va se traduire très rapidement. Vous savez, les jeunes, quand vous leur faites confiance, mais ils sont capables de n'importe quoi. Mais faites-leur confiance. Mais aussi, il faut leur dire qu'ils aient confiance en vous. Un certain nombre de valeurs éthiques et morales, quand ils les trouvent, ils s'engagent avec vous et vous aident. Ça, c'est une expérience que nous avons fait le tour du Sénégal. Par l'établissement d'enseignement moyen secondaire du Sénégal, le GEP n'a pas été présent où il a installé une groupe de parce que nous étions en avance même sur les pouvoirs publics sur ces questions-là. Parce que nous savions qu'il y avait un déficit de communication. Avec on a parlé tout à l'heure. Les adolescents étaient là, ils avaient des problèmes spécifiques, ils n'avaient pas d'interlocuteur. Il n'y avait pas de structure pour les prendre en charge et même pour les écouter. C'est pourquoi beaucoup de gens ont fait de classe dans nos groupes OVF. Mon camarade l'a rappelé ce matin, mais bon, je ne suis pas le seul, mais c'est quand même, on est très orgueilleux de ça, de dire que le président de la République, le président Diomaye, a été membre du club OVF du collège de Guérénan. Nous savons aussi que son ministre de la Jeunesse est encore là, il a été très actif en un camp de vacances de Palmarin, il était Léa au lycée de Joal. Entre autres, il y a plein de personnalités. Quand ils vous rappellent, attention, j'ai été Léa, ou bien j'ai été PRT. Ça, c'était extrêmement important. Nous avons donc pensé avoir contribué au développement de leadership qui certainement a été transmis par d'autres. Alors, je vais maintenant partager avec vous justement cette expérience d'approche communautaire. Alors, nous avons pensé, et ce n'était pas nous d'ailleurs, et c'est extraordinaire, c'est le leadership des jeunes. Après un programme scolaire très très intense d'activités, d'animation, de toutes sortes au niveau du GEP, je dis en herbe, podium, etc. et tout ça. Bon, certains là, des groupes à la veille des vacances, se sentaient un peu. Ils sont venus nous voir. Le groupe EF de Sainte-Marie de Anne. Vous dites à Babacar, mais est-ce que pendant les vacances, on ne pourrait pas avoir un programme? Ce n'était pas dans le champ normal, le financement normal, notre partenaire stratégique de l'EFP. Mais nous, on est ouvert. Hein. Le GEP, c'est une boîte à idées. Et comme il dit, les jeunes, il faut les écouter. Alors, les comment ils ont dit, nous voulons aller dans un village. Ce qu'on a appris là, il y a des jeunes qui sont dans les villages qui n'ont pas l'occasion de le connaître. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller dans un village pour participer à un plan? Je vous assure que la notion de temps de vacances, parce qu'avant, les gens parlent de colonie de vacances. Si vous faites une recherche documentaire, ce concept-là, je pense que c'est le GEP qui l'a fait. Avec un format extrêmement intéressant. Et bon, nous sommes allés à l'aventure, hein? Mais quelle aventure? Alors, un village, vous savez, un village, c'est compliqué. Hein? Quel village? Où? Il fallait avoir une base objective d'aller dans un village et d'explorer le village.
pour savoir quels sont les besoins, quels sont les composants pour ça. Alors, nous avons notre ami, notre sœur, vous connaissez Mme Thiam, tout le monde connaît Mme Thiam, administrateur du GEP, nous engagés. Khadi avait fait un mémoire de maîtrise de géographie qui a porté sur la colonisation de la Médina. Et dans la Médina, il nous a appris à mieux lire la Médina. Il y avait à la rue 11 des femmes pileuses. Dans un endroit, je ne sais pas si vous connaissez la femme pileuse. Et puis, bon, dans ses recherches, elle avait donc interrogé ces femmes pileuses qui sont venues en ville, une curiosité d'ailleurs. Et puis par la suite, prolongeant son travail de recherche, elle a voulu remonter au village de ces femmes. Et ces femmes habitaient le village pour l'essentiel de Garounyubi, dans la communauté rurale de Ngoy, dans le département de Bamé. Et puis bon, elle est allée là-bas, et de recherche. Dans le cadre de ces recherches, elle s'est appropriée la communauté s'est appropriée Khadi. Et que vous rentrez dans le village, Khadi. Donc là, on était, parce qu'il fallait sécuriser le chef de village, les femmes. Donc elle avait fait une recherche-action avec les femmes. Alors de manière exploratoire, moi je me suis rendu avec des jeunes, des Léa. Nous sommes allés dans le village, 2 fois, pour savoir c'était quoi, discuter, voir l'espace, comment on va organiser le camp, bref, etc. Puis ensuite, le camp a été mené. Alors, nous sommes arrivés là avec un peu plus de 15 Léa qui avaient été sélectionnés. Bon, parce que dans l'animation des clubs OVF, pour des raisons d'émulation, nous avions remarqué les Léa les plus actifs et qui prenaient le plus d'initiatives. Nous avions sélectionné plus de groupes d'initiatives. Et par la suite, d'ailleurs, on a étendu parce qu'on avait un concours population et développement, niveau première, qui avait le niveau du concours général sénégalais. Et tous les lauréats du concours-là étaient d'emblée, disons, cooptés pour participer au grand concours. C'était ça la base du choix du groupe de l'air. Alors nous arrivons dans ce village, mais avant d'arriver dans ce village, vous savez, les politiques publiques au niveau local sont organisées, l'État est organisé. Tu ne peux pas venir dans un village, tu veux intervenir dans le programme de santé sans avoir rencontré l'infirmier chef de poste. Nous avons rencontré l'infirmier chef de poste pour savoir quel était son programme et dans quoi nous pouvions l'aider par rapport à nos outils à appuyer son programme de santé communautaire. Nous avons rencontré également le responsable des eaux et forêts. Et là aussi, le volet environnement, on a défini des actes de collaboration. Alors, pour aller vite, alors, lorsque nous avons rencontré le chef B, le chef de il avait 2 problèmes essentiels. Le premier problème, c'était, bon, il avait un besoin d'information des femmes sur la planification. Planification. Parce que, en tant qu'infirmier sur le poste, il sait le problème qu'il rencontre. Si on peut faire des activités d'information, on a fait là-bas du cinéma, etc., des informations avec le ministère de la Santé pour sensibiliser les femmes sur la nécessité d'espace par les naissances, bref, un programme de planification. Ça, on a noté. L'autre chose, il nous a dit qu'il y a une prévalence des maladies diarrhéiques. Alors, on a dit, ok, mais c'était quoi le problème? On a fait le diagnostic. En fait, il y avait un besoin de construction de latrines. Ce village fait 700 habitants, il n'y avait que 2 latrines. 2 latrines, celui du chef de village et celui de riche commerçant qui était là-bas. Les autres, naturellement, ils faisaient leurs besoins le plus loin possible dans la périphérie du village. Vous imaginez tous les grands problèmes que ça pose, y compris des problèmes humains, de dignité humaine. Et vous comprenez en tant que géographe, avec la pluie, le ruissellement, tout ce que fait là revient dans le village. En fait, c'était une base endémique, disons, de maladies diarrhéiques, et qui avait une conséquence sur les enfants significative. Donc, ce diagnostic a été fait avec nous. Nous avons défini des stratégies pour essayer de contribuer à lever cette contrainte. L'autre chose, nous sommes en héritage au Sénégal, c'est le reboisement. Nous sommes allés rencontrer le chef de service de des eaux et forêts, je ne sais plus comment ça s'appelle encore. Et puis on a défini ensemble des axes de reboisement, etc. Et quand nous sommes arrivés, les jeunes que nous avons amenés sont rentrés en contact et en synergie avec les jeunes du village. Alors, nous avons donc élaboré ce programme pendant une semaine. Une semaine dans un village où il n'y a pas d'eau courante,
il n'y a pas d'électricité. Et c'était intéressant parce que la plupart de ces gosses-là n'avaient jamais sorti de Dakar. Il n'y a pas d'électricité. Alors, nous avons fait des animations. Je commence par là, pour sensibiliser les populations. Nous avons amené un groupe électrogène. On a amené. Alors, et la nuit, on avait amené une télévision. Mais les habitants de ce village, la télévision au Sénégal s'est popularisée en 1974. Elle est arrivée en 1974. En 1995, les gens du village, pour 90%, n'avaient jamais vu une image de télévision. Mais je vous assure que vous ne pouvez pas savoir. La nuit, lorsqu'on allumait le groupe électrogène, on mettait le téléviseur. Même les habitants des villages environnants venaient. C'était extraordinaire. On avait des films qu'on avait pris avec la direction de l'éducation pour la santé et avec l'infirmier chef de poste chef pays. Mais c'était un régal, c'était extraordinaire, comme c'est d'animation d'abord, mais également de sensibilisation et d'information sur des documents validés par le ministère de la Santé. Alors, le deuxième aspect, et le plus que je n'ai jamais oublié, c'est comment régler la question de maladies diarrhéiques. Ah, on a dit, avocat, je ne sais même pas comment il a réussi à faire ça, on a dit, il nous faut faire des latrines. Faire des latrines de manière communautaire, mais avec une ingénierie maîtrisée. Et nous avions un collègue, proviseur du lycée, Youssou Ndiaye. Youssou avait une expérience de ça. Et nous avions convaincu l'UNFPA qu'il fallait avoir un financement pour acheter l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Du ciment, quelques lacs de craintin. Bref, il y a un matériel solaire avec lequel on pouvait creuser une latrine, l'entourer. J'ai des photos sur ça, c'est extraordinaire. Nous avons fait une première séance de démonstration de construction de la latrine. Nous étions là, tout le monde était là. On a démontré comment on peut construire une bonne latrine solide avec les matériaux que nous avons amenés. Et une fois qu'on a fait la démonstration, on a dit aux villageois, tout villageois qui creuse un trou qui est conforme, nous avons le matériel que vous avez construit. Vous savez, l'émulation en villageois, une fois qu'une latrine a été construite dans une maison et que ces gens-là ne sortaient plus, clôturés, mais c'était un effet multiplicateur extraordinaire. Au bout du compte, en une semaine, on a construit 12 latrines dans le village. 12 latrines dans le village. Je crois que c'est le résultat le plus extraordinaire qu'on a. Et nous pensons que l'impact de ça, ce serait intéressant de le mesurer par la suite au niveau du chef de poste de santé. Mais également, il y a un impact qui est difficile à mesurer, c'est que ces gens, ils ont retrouvé la dignité. Vous voyez les disparités qu'il y a entre la ville et la campagne. Ouais, ça c'est quelque chose assez extraordinaire. Alors, je vais donc chercher une sortie. Alors, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Que, à la fois, pour le reboisement, naturellement, on avait des espèces qui étaient adaptées à la zone et nous avons fait du reboisement. Mieux, nous avons construit, on s'est rendu compte que dans le village, il n'y avait pas un espace de rencontre. Il n'y avait pas d'espace, disons, on pouvait se rencontrer sous un arbre. Et on a construit un espace communautaire où les femmes pouvaient se rencontrer, discuter de leurs problèmes, les jeunes pouvaient se rencontrer, discuter de leurs problèmes. Et le choix de l'emplacement de l'espace, c'était un exercice de démocratie. Parce que dans un village, on ne fait pas n'importe quoi. On a dit, on le fait là, non, on a dit non. Tel a dit que non, ce n'est pas possible parce que sa chaîne doit passer par là. Donc, mais finalement, les gens, ils ont trouvé un couple pour trouver l'espace le plus consensuel pour construire cet appui communautaire que nous avons laissé là-bas et qui leur permettait maintenant de rentrer en communication et d'élaborer des stratégies locales pour sortir de l'eau. Ça, c'était aussi un résultat que j'avais oublié. Alors, sans prétention, nous voulons juste montrer comment, disons, les changements de comportement peuvent être impulsifs et articulés à des données statistiques qui sont fiables et à des politiques d'intervention, notamment par l'école. Mieux, nous pensons que les jeunes, conscients, organisés, informés, peuvent jouer un rôle important dans l'impulsion des politiques publiques, notamment dans le domaine de la santé et de l'environnement à l'échelle communautaire. Et à moyen ou long terme, certainement, agir sur le dividende démographique. Je vous remercie.
Merci beaucoup.